Alors, bonjour à tous et toutes. Comme on a vu dans le module 1, c'est important d'intervenir sur la sphère de la sexualité normophilique, mais c'est pas clair comment le faire parce qu'on a très peu d'écrits empiriques sur lesquels appuyer nos interventions. Dans le cadre de ce deuxième module-là, on va voir avec des personnes qui travaillent dans le domaine depuis déjà fort longtemps, comment est-ce qu'on peut s'y prendre avec si peu d'informations pour aborder la sphère de la sexualité. Alors, je vous présente Catherine Richard et Marie-Ève Aubé. Je vais leur laisser l'honneur de présenter ce qu'elles font, avec qui elles travaillent, leur clientèle, leur milieu de travail, et puis on enchaînera avec nos questions. Alors, moi, c'est Catherine Richard. J'ai mon bac et ma maîtrise en sexologie, profil clinique. Depuis 2009 que je travaille auprès de la clientèle, les auteurs de transgressions sexuelles. Je travaille dans le milieu institutionnel, au milieu communautaire et aussi ici, là, dans le milieu universitaire. Je m'appelle Marie-Ève Aubé, je suis sexologue clinicienne et psychothérapeute. Je travaille dans le domaine de la délinquance sexuelle depuis environ une dizaine d'années. Je travaille également, tout comme Catherine, dans le milieu communautaire et dans le milieu institutionnel. J'offre aussi des charges de cours à l'Université Laval dans le domaine, donc en délinquance sexuelle juvénile. Je travaille avec les deux clientèles, donc avec la clientèle juvénile et la clientèle adulte, mais principalement depuis, dans les dernières années, là, avec la clientèle juvénile, avec les adolescents. Toi, Catherine, tu te spécialises plus avec les adultes? Uniquement les adultes, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous remarquez dans votre travail par rapport à la façon dont les auteurs de transgressions sexuelles vivent leur sexualité normophilique? Comment est-ce qu'ils fonctionnent sur le plan sexuel? Bien, je vais parler de moi en premier. Souvent, c'est pas dans nos objectifs en premier. C'est un sous-objectif. Dans le plan d'intervention, quand on parle de plan d'intervention, on va travailler l'affirmation, on va parler de la gestion des émotions. C'est souvent un petit sous-objectif, puis ça va ressembler à satisfaction sexuelle, améliorer ou développer la satisfaction sexuelle. Donc, le réflexe premier n'est pas tout le temps de l'adresser en premier. J'observe aussi que si la personne est en couple ou pas, une personne qui n'est pas en couple, je trouve que ça y parle moins. Versus en couple où que l'insatisfaction sexuelle a pu fragiliser, a pu l'amener à précipiter dans la chaîne intellectuelle. Fait que là, ils ont un intérêt là, à vouloir améliorer ça. Versus en couple, on dirait que quand ils ne sont pas en couple, spontanément, ils m'en parlent moins de ça. Et surtout, ils veulent travailler pourquoi j'ai commis le délit. Ils ne veulent pas venir ici pour... On va parler de ma sexualité saine, je veux comprendre pourquoi. Fait qu'on peut avoir le réflexe d'aller dans ce mouvement-là aussi, puis d'oublier un peu. Là. Avec les adolescents, moi, je dirais que toute la sphère de l'éducation à la sexualité, c'est une sphère qui est très importante et qu'on met de l'avant pour les aider justement à avoir plus de connaissances et à se sentir plus adéquats dans la sexualité. Puis je trouve qu'une des réalités assez intéressantes au niveau des adolescents, c'est que parfois, c'est le premier contact qu'ils ont eu avec la sexualité. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le délit sexuel est le premier contact qu'ils ont avec la sexualité. Et donc, ça vient comme vraiment teinter, finalement, le développement de leur sexualité. C'est comme si les jeunes, ce qu'ils se disaient un peu, c'est j'ai pas été capable de bien me gérer, j'ai pas su être adéquat, et donc, je vais mettre ça complètement de côté. La sexualité, je veux plus rien savoir, je veux plus que ça fasse partie de ma vie. Alors, tu sais, moi, mon travail, c'est de leur dire, ben la sexualité, c'est une sphère de la vie, c'est une sphère importante. Et on va plutôt viser, dans le fond, le développement d'une sexualité qui va être saine et qui est importante, finalement, pour toi. Ça, c'est vrai. Le nombre de personnes qui nous arrivent, j'ai plus de libido depuis le délit, depuis que c'est arrivé, puis ça fait des mois, des fois, quand on les voit les premières fois, là, puis ils disent c'est mort, là, c'est paralysé, il n'y a plus rien. Ça, c'est vrai qu'on voit ça souvent. Oui, puis moi aussi, avec des adultes, je l'ai vu de vouloir complètement mettre de côté la sphère de la sexualité pour dire, de cette façon-là, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer là, de délictuel là, si je ne vais pas là. Mais comment, bon, à part là, les cas que vous menntionnez, sans faire de grandes généralisations, comment est-ce qu'ils voient la sexualité normophilique? Comment ça représente? Est-ce que c'est très stéréotypé? Est-ce qu'ils ne vont pas là dans leur tête? Est-ce que c'est un travail d'y aller pour vous avec eux, de les accompagner dans une réflexion de comment ils perçoivent ça? C'est quand même assez pauvre, je te dirais. Quand on explore le monde des fantasmes, c'est là qu'on le voit encore plus. Une femme, ensemble, sain, ça se limite beaucoup à ça. Là. Tu sais,
on travaille fort, puis des fois, je me dis même, est-ce que j'ai posé les bonnes questions? C'est-tu moi qui ai mal questionné la personne? Parce que, à la fin de la journée, c'est pauvre. Donc, c'est ce que j'observe. Par contre, chez les gens qui ont consommé du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants, c'est un peu différent. Ce profil-là, c'est un peu différent, puis ils nous laissent un peu plus accès à leurs fantasmes, ils sont plus développés, mais sinon, j'ai l'impression que leur sexualité est honteuse, elle est associée à la culpabilité, fait que de nous laisser accès à ça, c'est quand même assez complexe des fois et pauvre. Donc, tu sais, des fois, on dit qu'il ne faut pas travailler plus fort que le client, là. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu mentionnes parce que ça te remet en question par rapport à la pauvreté de la conceptualisation de la sexualité. Puis, est-ce qu'il arrive des moments où tu te dis, je ne sais pas par où le prendre parce qu'il me donne tellement peu de contenu que, bon, qu'est-ce qui me reste? Tout à fait. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, l'idée qui te vient en tête souvent, c'est de passer par ce qu'il connaît ou passer par la sexualité déviante ou non consensuelle pour dire, ben je vais essayer d'y aller à travers ça? Ma trame, habituellement, c'est ça. Je vais passer par l'histoire non consensuelle, puis après ça, on va développer une autoroute alternative plus saine avec des comportements qui sont plus adaptés. Puis même encore là, il y a des fois il faut les convaincre, il faut les amener à avoir confiance que ça peut se développer, que ça fait 15 ans que tu entretiens ces pensées-là, ces fantasmes-là. Que tu as une excitation avec ces comportements, tu as développé une vision un peu tunnel, là, que il peut y avoir d'autres choses que ça. Fait que nous, il faut aussi les amener à avoir parfois confiance que oui, c'est possible de développer d'autres alternatives, d'autres stratégies. Fait qu'il y a ça aussi. Mais quand tu ouvres là-dessus, est-ce que tu as l'impression que là, tu ouvres le monde des possibles, puis tu sais pas par où commencer, puis eux aussi, il y a un petit vertige là-dedans? Oui. Ça peut arriver, je te dirais peut-être avec les gens que la problématique est là depuis longtemps, là, tu sais, qu'elle a été investie depuis plusieurs années, ce qu'on appelle primaire, donc là, dans leur adolescence, tout ça, donc d'aller dans d'autres types de sexualité, de se projeter dans un scénario sain avec une femme adulte, par exemple, consentante. Là, c'est vrai que ça peut être laborieux, puis s'imaginer que c'est dans les possibles. Tout à fait. Chez les jeunes, ben, tu sais, pour faire le parallèle, c'est les fantasmes ou la déviance, en tout cas, on parle moins de déviance chez les adolescents, mais c'est beaucoup moins cristallisé. Alors, tu sais, parfois, ils vont avoir eu, par exemple, un contact sexuel intrafamilial avec leur petit frère ou leur petite sœur ou la demi-fratrie. Et souvent, c'est de l'exploration. Ils n'ont pas su, finalement, entrer en contact avec une personne de leur âge. Ils n'ont pas confiance en leurs compétences, en leurs capacités. Ils ont peu d'estime d'eux-mêmes. Et donc, ils vont aller vers ce qui est accessible, ce qui est plus facile, donc souvent dans la famille. Donc là, ça va être plus de développer finalement des compétences avec les jeunes pour qu'ils soient en mesure d'aller vers des petites filles et des petits garçons de leur âge. Là, ça va être plus ça, l'enjeu. Ouais. Comment on fait ça? Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de recette. On comprend, là, mais comment on peut s'y prendre? Bien, ma recette à moi, c'est je passe toujours par l'exploration de la fonction du comportement ou du fantasme. Donc, le comportement, ça a été d'investir une adolescente de 13 ans. Et là, je me distancie un peu du comportement, puis qu'est-ce qu'elle représentait, puis qu'est-ce qui se passait réellement. Bon, mais c'était son regard, c'était ses yeux. Et dans la consommation de matériel d'exploitation sexuelle, c'est ça que je recherchais. Je voulais ce regard-là. Il est combiné à une caractéristique sexuelle, il est combiné à quelque chose qui n'est pas socialement accepté. Fait que je me détache de la caractéristique sexuelle, puis, ce regard-là, on peut-tu le transposer d'une manière saine, avec, évidemment, peut-être éventuellement une personne consentante, là, c'est ça le but. Donc, comment qu'on pourrait le transposer? Le besoin qui était cherché ou comblé, il est sain, là. Je me sens vraiment appréciée, j'ai de la valeur, je sens que je suis considérée dans ce regard-là. Fait que je suis vue. Par l'autre, oui. Fait que, pour plein de raisons, là, ça a été combiné à une adolescente de 13 ans, puis ça a été maintenu et alimenté par une consommation là, de matériel, mais on va sortir de ça. Puis on va aller voir c'était quoi le besoin, puis maintenant,
ce besoin-là qui est bon et qui est réel. Puis le besoin, est-ce que tu le décortiques toi-même ou tu le décortiques avec la clientèle? Où tu arrives à dire, OK, c'était quoi, là, à la base? Je vais être super honnête. Ça dépend. C'est ça. Je fais pas du tout de privé, OK? Mais j'entends plein de gens qui font du privé, puis on se fait constamment dire que, hey, quand tu fais que ça, c'est dur, là. C'est pas la clientèle volontaire, c'est pas la clientèle qui arrive, qui a mijoté, puis qui a... Ou mentalisé, oui. Puis, hey, je fais le choix d'aller en thérapie, puis là, je contacte ma thérapeute. La plupart c'est imposé, tu sais. Fait que ce petit bout-là qui manque, des fois, on le voit en thérapie qu'ils savent pas trop quoi explorer, puis jusqu'où aller, puis leurs besoins, ils savent pas trop parce que c'est comme un peu imposé. Moi, je vais t'imposer qu'on va, on va regarder les besoins. Il y en a qui ça va bien, puis il y en a qui c'est super intéressant dans le lot, puis il y en a d'autres de l'eau qui c'est quand même, c'est pauvre, là, tu sais. Puis ça demeure pauvre. Fait que j'y vais quand même avec un peu de, ça se pourrait-tu que je propose des hypothèses, puis ça arrive, là, ah ouais, je m'identifie à l'hypothèse, mais des fois, oui, dans ce cas-là, encore là, je travaille plus que le client. Bien, dans le fond, moi, ça me fait penser à l'accompagnement qui varie selon la clientèle, ses caractéristiques. Fait que c'est la même chose pour la sexualité. Il y en a où, bon, il faut faire un petit peu plus de travail pour les amener là à décortiquer, alors qu'il y a d'autres qui vont avoir des hypothèses peut-être un peu plus... Ouais. Ils ont beaucoup besoin d'être guidés, d'être accompagnés, surtout les adolescents. Si je peux parler plus de la clientèle juvénile, ils sont tout petits, là. Tu sais, quand j'ai des jeunes de 12, 13 ans, 14 ans dans mon bureau, ils n'ont aucune idée de c'est quoi une thérapie, de c'est quoi un suivi pour les aider et tout ça. Fait que c'est de leur expliquer déjà c'est quoi un cheminement thérapeutique ou comment on va leur venir en aide, comment on va les soutenir à travers ça. Puis pour répondre aussi à la question juste précédente, faire un petit peu du pouce sur ce que disait Catherine, bien, pour mettre en contexte, ce sont des jeunes qui sont contraints à venir dans nos services. Alors, tu sais, c'est des jeunes qui sont référés par la protection de la jeunesse ou par la LSJPA, donc la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Et donc, ils arrivent non volontaires et souvent non motivés au suivi. Fait que déjà, il y a tout le travail sur l'approche motivationnelle à aller voir avec eux. Puis là, on aborde des délits sexuels, donc des comportements dont ils sont très, très honteux déjà en partant. Donc, on part déjà avec une difficulté supplémentaire. Puis, on parlait des besoins insatisfaits et tout ça. C'est quelque chose qui est important. On va voir ça. Puis, déjà, pour eux, de les aider à comprendre, dans le fond, ça venait répondre à des besoins. Il y avait des motivations, tu sais, sous-jacentes à ce que j'ai fait. Je suis pas juste un mauvais garçon. Tu sais, je me ferai pas taper sa tête, dans le fond, dans mon suivi. On va m'aider à comprendre. Mais ça, quand même, au fil du temps, ça les aide. Puis après ça, on part de là pour dire, ben tu sais, tes besoins, dans le fond, ultimement, on en a tous. Ils sont normaux. C'est correct de les avoir, des besoins relationnels, des besoins émotifs, des besoins sexuels. Après, c'est comment on va faire pour répondre à ces besoins-là d'une façon qui est adéquate. Il faut juste pas l'agir. C'est ça, normaliser, là, finalement. C'était ça. Est-ce qu'il y a une grosse partie du travail que c'est normalisé? Tout ce qui est pulsion sexuelle, tout ce qui est fantasme, je parle normophilique, là, évidemment, mais est-ce que pour eux, ils ont eu des personnes dans leur environnement qui ont dit t'es un être, sans le dire comme ça, t'es un être sexuel et évidemment, c'est normal ce que tu ressens dans ton développement et bon, tes préoccupations, etc. Est-ce qu'ils ont eu de l'éducation en sexualité? Est-ce qu'ils ont eu des modèles? Ben, la plupart des adolescents n'ont pas eu d'éducation à la sexualité, du moins dans le milieu familial. C'est très, très, très rare qu'ils vont me dire... j'ai eu une discussion avec mes parents m'ont expliqué telle ou telle chose en lien avec la sexualité. Donc, généralement, c'est qu'ils vont avoir eu quelques cours ici et là à l'école, des cours de biologie où ils vont voir, par exemple, les changements pubertaires, l'anatomie, tout ça, mais ça s'arrête là. Tu sais, on rentre pas dans les relations amoureuses, on rentre pas dans le consentement sexuel, quoique de plus en plus, là, ils en parlent un petit peu plus dans les écoles, mais tu sais, ça reste en surface, là. Fait que, tu sais, ça peut être super intéressant, évidemment, d'aborder tout ça avec nos ados en ce moment. Ben oui. Moi, j'ai le goût de rebondir, moi aussi, parce que j'ai plein de questions en vous écoutant qui m'arrivent. Mais vous parliez de honte, d'estime de soi, puis bon, on sait que ils peuvent en ressentir tant par rapport à la sexualité normophilique que les délits qu'ils ont commis. Fait
comment est-ce qu'on aborde ça, la honte? Comment est-ce qu'on accompagne le jeune ou l'adulte pour que tranquillement, la honte se dissipe, puis qu'on soit capable de parler, ou qu'il arrive à la gérer, cette honte-là, puis qu'on soit capable de faire le travail qu'on a à faire avec eux? Ben, tu sais, on l'avait nommé que des fois, ils vont nous arriver avec j'ai plus de libido, tout ça. Fait qu'on va voir que ça peut être associé justement à cette honte-là ou à une culpabilité de s'accorder le droit, le désir de répondre à un besoin sexuel, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est tellement tout contaminé ensemble qu'il faut effectivement décortiquer tout ça. Puis moi, je vais y arriver en la nommant la honte, en nommant que... Puis tu sais, les autres y arrivent, là, puis je suis taguée, tu es comme les autres, là, l'avocat, le juge, tout ça. Fait que peut-être qu'ils sont moins sensibles au fait que moi, je vais avoir une accueil bienveillante, puis que je suis là ici pour les aider, puis travailler avec eux autres dans le positif, puis à ce que je te revois pas revenir ici, tu sais. Fait que tout ce travail-là d'alliance, de je t'écoute dans la honte, ce que tu as vécu, je t'écoute dans ton geste, mais je veux juste le bien pour toi, tu sais. Fait que de le nommer ça avec cette clientèle-là, je trouve que ça... En tout cas, des fois, je l'ai fait parce que c'est plus massif, puis sont là-dedans. Là. C'est de la vulnérabilité pure et dure. Là. Oui, de mettre des mots sur... Je comprendrais que tu as eu cette pensée-là. Oui. Ça leur fait du bien de l'entendre aussi, qu'on normalise ça, parce que quand ils sont passés par justement les tribunaux, la protection de la jeunesse, les délégués, je ne dis pas qu'ils font pas un bon travail, au contraire, mais parfois, ils vont vraiment... plus focusés sur le délit, sur le moins bon et tout ça. Ils vont moins reconnaître peut-être la honte que ça leur fait vivre et tout ça. Donc, d'être sensible finalement à leur réalité, puis à quel point que ça peut être difficile pour eux d'aborder ça, puis tout ce qu'ils vivent, puis qu'ils n'ont pas la possibilité d'en parler à personne. Donc, de savoir qu'il peut y avoir un espace, un environnement qui est sécuritaire, où ils peuvent se déposer. Un endroit confidentiel aussi, même s'ils sont tout jeunes, des fois, ils ne comprennent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire, la confidentialité. Fait que moi, souvent, je prends bien le temps de leur expliquer, parce que souvent, ce que je leur dis, c'est, tu sais, si tu sais ou si tu penses ou tu crains que je vais tout aller raconter à tes parents, ben clairement, tu me diras rien. Voilà. Puis je ferai la même chose que toi, tu sais. Puis j'aurais fait la même chose que toi à ton âge. Fait que, tu sais, de savoir que c'est leur safe space, là, tu sais, que c'est leur endroit à eux pour parler de choses qu'ils abordent jamais, ni avec leurs amis, ni avec leurs parents, ni avec personne, ben ça peut permettre de faire diminuer les résistances. Les adolescents, souvent, les résistances sont très massives, sont très brutes, là, sont comme peu subtiles, sont très, très fortes en début de suivi, mais je pense qu'ils sont un petit peu plus faciles, je peux me permettre de dire ça, à détricoter, au fil du temps que les adultes, qui ont aussi des résistances, mais qui vont comme plus se maintenir dans le temps, en tout cas. C'est la comparaison que j'en fais en travaillant avec un peu les deux clientèles. L'alliance thérapeutique, c'est comme la pierre angulaire, finalement, du suivi, bien que c'est pas toujours simple à créer, surtout avec les jeunes qui ont des traumas complexes, qui ont de la comorbidité, qui ont été... qui l'ont eu difficile là, dans la vie, là, si je peux dire ça. Là. Puis des fois, avec la relation avec l'adulte n'est pas simple. Là. Fait que, tu sais, de se présenter comme un adulte bienveillant pour eux, puis qui soit capable d'y croire. Je pense que tout le travail est là-dedans. Et qu'ils acceptent, en fait, de s'ouvrir à un autre intervenant. Parce que souvent, on arrive, on n'est pas le premier. Hein, on arrive, on est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième à leur poser des questions par rapport à leur vie, à explorer des choses avec eux. Fait que des fois, ils sont tannés déjà de raconter leur histoire, puis ils ont eu des mauvaises expériences, puis ils veulent pas forcément mais justement, recommencer. Comment t'arrives parce que moi, je l'ai vu souvent, là, qu'ils nous disent ce qu'ils pensent qu'on veut entendre, mais comment t'arrives à, dire, je sais que c'est ça que t'as vécu, puis peut-être t'as développé une certaine méfiance, mais ici, ça va être différent, puis on va aborder ces sujets-là. Comment t'arrives à tisser ça dans l'Alliance? Ben, je pense que ma réponse est peut-être simpliste, là, mais c'est de s'intéresser sincèrement à eux. Les adolescents le sentent quand
quand on joue une game, puis quand on Ouais. est plus ou moins intéressé par ce qu'ils nous racontent. Fait que c'est de s'intéresser à leurs défis, à leurs préoccupations, à leur réalité de l'adolescence, avec tout ce que ça comporte. S'intéresser à ce qu'ils aiment, à leur passion, si c'est les jeux vidéo, si c'est le baseball, si c'est peu importe. Et tu sais, leur poser des questions là-dessus, s'intéresser sincèrement. Puis souvent, ils nous en apprennent pas mal. En tout cas, moi, ils m'en apprennent beaucoup sur les jeux vidéo, entre autres. Puis après ça, j'essaie de faire des liens avec les jeux vidéo. Tu sais, dans ton jeu vidéo, telle affaire, tu m'as raconté. Tu sais, toi, par rapport à ça, j'essaie comme de ramener ça dans leur réalité puis dans quelque chose de concret. Bon, ça marche pas tout le temps, mais des fois, ça leur parle, puis ça fait sens, puis ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui se tisse, puis la personne est vraiment intéressée finalement à eux. Fait que c'est ce que je dirais, en tout cas, pour les adolescents. C'est super intéressant. Est-ce que c'est la Ben, même chose pour les adultes, pour Tout toi? à fait. Puis c'est de laisser un temps à ça. On va pas aborder le sexuel rencontre 1,5, 2. Là, on va vraiment laisser un temps pour créer cet espace-là, se montrer rassurant, rassurante. Puis, tu sais, de le nommer, hein, que on va parler de votre sexualité. Je suis sexologue, je vais parler de votre sexualité. C'est intime, c'est peut-être les premières fois que vous allez vous dévoiler. Puis, des fois, vous allez voir, on est précis dans nos questions, on va aller un peu plus loin que juste qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Fait que de normaliser que ça peut être un peu malaisant aussi de l'aborder. Mais surtout, moi, je vais regarder le climat dans lequel tu étais quand c'était abordé, la sexualité, quand tu étais enfant, adolescent. Ce climat-là va m'aider à me doser aussi sur comment je vais intervenir. Si c'est un climat, justement, c'est la honte, il faut pas, tape sur les mains, éducation très, très pauvre. Je vais avoir un pas de recul aussi là, pour l'accueillir, la personne. Qu'est-ce que tu observes par rapport au climat? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'étais avec plus vieux, donc j'ai encore accès à toute la masturbation, c'est pas correct, c'est pas fait pour faire des enfants, l'éducation très, très ciblée sur faut pas toucher à ça. Fait que, encore honte, culpabilité, là, ça coche encore dans les questionnaires que je fais avec la clientèle où elle a été, malheureusement, il y a eu des traumatismes sexuels qui ont été vécus, fait qu'elle a été biaisée, altérée par des événements marquants dans la vie de la personne qui fait en sorte que son rapport à la sexualité saine, il vient quand même d'être un peu biaisé. Tu parles de la honte puis des tabous associés, mais est-ce que vous voyez l'inverse aussi? Parce que est-ce qu'elle peut être plus éclatée ou là, l'intimité, il n'y en a pas dans la famille des ados ou tu n'as pas de lieu pour vivre ta sexualité de manière privée ou tout le monde est ultra sexualisé dans le milieu familial, les relations aussi. Est-ce que vous voyez ça aussi? C'est plus rare, mais ça arrive. Tu sais, des fois, les adolescents, quand ils viennent de grandes familles, par exemple, ils vont partager la chambre avec leur petit frère ou avec leur petite sœur, dépendamment. Donc là, au niveau de l'intimité, il y a quand même un peu moins d'intimité. Fait qu'on essaie aussi de voir comment ils peuvent créer, dans le fond, un peu d'intimité à la maison. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place? Bon, peut-être que c'est pas possible de changer de chambre, mais est-ce que, par exemple, si l'adolescent est dans la salle de bain, est-ce qu'on cogne à la porte tout simplement avant d'entrer dans la salle de bain? Est-ce qu'on est 3-4 dans la salle de bain en même temps? Ça se voit, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Ce qu'on va voir, c'est les familles recomposées. Il n'y a pas de problème à ça en soi, mais souvent, les jeunes, ce qu'ils vont raconter, c'est plutôt que papa, maman, vont avoir beaucoup de partenaires, par exemple. Et là, tu sais, ils sont comme confrontés à ça. Ils se font présenter des nombreuses personnes et tout ça. Puis la sexualité se vit, mais on n'en parle pas. Alors, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Parce que là, les parents sont disons, dans la belle époque de la relation, où là, peut-être, ils redécouvrent une sexualité plus intéressante pour eux, mais l'enfant est là au milieu de tout ça. Oui, donc ça existe. Les jeunes en sont bien conscients. Tout le monde est conscient de ça, mais on n'en parle pas. C'est un peu tabou. Donc, les jeunes se font des interprétations par eux-mêmes, essaient de naviguer à travers ça. Il y a l'influence de la pornographie aussi, parce que souvent... les premières images en lien avec la sexualité qu'ils vont voir, ça va être la pornographie. Donc, ça vient forcément teinter aussi tout leur lien à la sexualité. Tu parles de pornographie. Ouais. C'est un sujet difficile et super délicat à aborder en intervention. Tout à fait. Vraiment. Comment vous vous y prenez? Puis sans dire qu'encore une fois, il y a une recette magique, mais
comment est-ce qu'on sait qu'il y a des clients qui nous consultent, puis c'est ça, leur délit, c'est la consommation de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Comment est-ce qu'on aborde ça avec un jeune? Comment on aborde ça avec un adulte? Le fait qu'il l'ait consommé? Ou La consommation, je veux dire, est-ce qu'on présume que ça fait partie de leur vie? Si ça fait partie du délit, comment est-ce qu'on intègre ça dans les interventions? C'est ça, parce que je vais y aller comme tu dis, si on considère que ça fait partie de leur vie, moi, je vais le considérer que ça fait partie de leur vie. Puis il va peut-être falloir qu'il y ait un arrêt sur image pour voir, y a-t-il des situations où que là, ça l'amène des conséquences, tu sais. Donc, c'est pas de casser du sucre sur le dos de la consommation de pornographie, mais il y a des situations où que, par exemple, au niveau de la fréquence, au niveau du matériel regardé, au niveau de... je regarde tellement souvent que l'écran reste ouvert puis que les membres de la famille peuvent passer puis voir tout ça, tu sais. Fait que, bon, on va explorer toute cette sphère-là. Dans le but de non pas punir une pensée que j'aimerais regarder la porno, ça me ferait du bien. Je ne vais pas punir cette partie-là, mais c'est vraiment de voir quel contexte qu'elle peut se vivre, là, puis de manière saine. Ben, un peu comme Catherine, moi aussi, dans mes interventions, je vais prendre pour acquis, la plupart du temps du moins, que les jeunes en ont déjà consommé ou en consomment d'une façon assez régulière. Fait que quand je vais en parler avec eux, je présume qu'ils ont déjà regardé de la pornographie et la plupart du temps, c'est assez vrai. Donc, c'est assez rare. Peut-être avec les plus jeunes, je vais être plus sensible, je vais faire un petit peu plus attention, évidemment, mais pour les adolescents un peu plus âgés, clairement, ils ont à peu près tous déjà visionné du matériel pornographique. Et souvent, ils l'utilisent comme source d'information. Ouais. Donc, ils n'ont pas d'éducation sexuelle ni à la maison, ni à l'école, ou très peu. Donc, eux, les adolescents, ils veulent avoir une recette. Ça paraît drôle dit de même, là, mais ils veulent savoir comment faire. Puis, il n'y a pas personne qui leur dit. Ados. Exactement. Ils veulent une recette, puis ils essaient de la chercher dans la porno. Ouais. Alors, tu sais, le travail avec eux, finalement, c'est pas tant de leur dire déjà d'interdire la pornographie, même s'ils n'ont pas encore 18 ans, parce que je pense qu'on sait que ça ne fonctionnera pas. Donc, plus qu'il y a d'interdits, plus que c'est intéressant d'en regarder. Peut-être pour les plus jeunes, quand même, des fois, de limiter l'accès, là, en plaçant des filtres ou des restrictions, un contrôle parental. Donc, plus dans une optique de réduction des méfaits là, avec les jeunes. Donc, d'aller voir les conséquences, évidemment, de la pornographie sur eux, dans leur relation, dans leur sexualité, de démystifier ce qui est de la fiction, de la réalité, avec eux, tous les stéréotypes de genre, toute la performance qu'ils peuvent se mettre sur les épaules quand ils regardent des scénarios sexuels pornographiques. Ça fait beaucoup, beaucoup partie de leur imaginaire. Puis d'encourager une pensée critique par rapport à ce qu'ils regardent. Puis les adolescents sont intelligents, je veux dire, ils le savent très bien que ça représente pas la réalité. Ils sont capables de nous le nommer. Puis après, c'est ça, c'est d'aller voir, tu sais que c'est de la fiction, la réalité, quand tu vas être dans une relation sexuelle avec une petite fille de ton âge, ça sera pas ça du tout. Comment tu penses que ça va être? Puis là, d'aborder vraiment plus ce qui est réaliste là, dans leur sexualité. Puis je rajouterais justement de voir que cet aimant-là, justement, on peut en partir de quelque chose. C'est qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ce qui t'intéresse, tout ça? Puis encore là, comme je dis, de faire un pas derrière, de voir derrière ce que tu regardes dans la pornographie, il y a peut-être un besoin, une fonction qui peut être intéressante ou que là, encore là, on va aller vers sexualité saine, on est capable d'aller plus l'intégrer à... on ressort de la caractéristique sexuelle, puis le fait de me sentir désirée, de me sentir puissant, ben là, on peut-tu l'injecter que tu n'as plus besoin juste de la porno? T'sais, moi, je souhaite qu'ils puissent élargir leur catalogue. Des fois, le catalogue, c'est la porno. On va l'élargir, le catalogue. C'était ma question. Est-ce que vous remarquez que pour certains, c'est ça? Ça prend toute la place dans la sexualité, oui? Je suis super biaisée parce que j'ai oublié de dire un peu tantôt que je travaille beaucoup avec une clientèle qui consomme la pornographie, pas juvénile, là, mais tu sais, vraiment, les cas d'hypersexualité, là, tu sais, fait que des fois, j'ai envie de répondre en fonction de cette clientèle-là, mais on se limite aux auteurs aujourd'hui, là, mais dans les proportions, il y a quand même ça, que c'est vrai que c'est leur carte de visite, c'est ce qu'ils possèdent. Il y a 29 ans, il est dans le sous-sol de chez ses parents, puis il y a eu que ça.
Fait que il faut l'élargir, il faut le créer, l'éventail. Ouais. Et les adolescents, même s'ils en regardent depuis beaucoup moins de temps qu'un adulte, évidemment, c'est quand même super ancré. C'est comme la masturbation passe pas avec la pornographie. Puis il y a même des adolescents qui vont me nommer clairement, si j'ai pas accès à de la pornographie, je me masturberai pas. Je le ferai pas parce que je suis pas capable de me créer des scénarios qui vont être sexuellement excitants autant que la pornographie, alors qu'ils ont comme 15-16 ans. Alors, ils ont de la difficulté même à reprendre le scénario qu'ils voient puis à l'élaborer dans... Ça peut être très difficile pour eux. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes. Puis c'est surtout qu'ils n'ont pas tant envie, c'est facile, c'est accessible, c'est rapide. Puis il peut avoir eu et c'est gratifiant. Oui, en plus, tu sais. Fait qu'il y a peut-être une paresse qui s'est installée. Fait que c'est dur de... Hey, ce que tu me proposes, Catherine, d'aller dans générer quelque chose, j'ai pas le bing bang, puis j'ai pas l'extase, ça sera pas aussi excitant. Alors pourquoi je ferais l'effort? Ils vont le nommer clairement comme ça. Je suis bien trop lâche. Pour me forcer, là, tu sais, tant qu'à ça, je le ferai juste pas. Voilà. Ouais. Voilà. Ils font pas tous ça, ils me disent pas tous ça, évidemment. Là, je fais des généralités, mais souvent, c'est ce qu'on va entendre. C'est ça. Ils sont habitués à la gratification immédiate, à la rapidité, puis que ça vient rapidement. Puis là, il faut développer le catalogue. Puis des fois, on a une résistance à développer le catalogue. Mais ça montre toute l'importance de faire ce travail-là en intervention. Tellement. Parce que dans la réalité, à l'extérieur de la pornographie, ben, ça prend du temps, des efforts, etc. Puis on n'a pas toujours les gains recherchés, etc. Et ils nous reviennent avec des insatisfactions parce que... la réalité c'est normal. C'est pas aussi bing bang puis stagé, là, fait qu'il nous arrive avec des satisfactions. Les attentes sont tellement élevées, tellement. Puis la réalité est tellement déformée que forcément ils vont être déçus. Voilà. Voilà. Comment vous gérez ça, ces déceptions-là? Je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais moi, je vais normaliser encore une fois que la pensée ou l'envie, la pensée, voyons, j'essaie de trouver le mot, ce goût-là, il est normal. Moi, je leur dis, il est normal, mais ça peut être comme un train, tu sais. Il va arriver, laisse-le passer, puis tu sais, tolère, puis le train va finir par passer. T'es pas obligé de l'agir dans le comportement, tu sais. Fait que tu peux avoir une pensée d'aller vers de la pornographie, puis te dire que c'est le seul moyen, puis tu peux aussi te dire, attends un petit peu, la pensée est là, bien normale, puis c'est vrai, tu sais. Un diabétique, là, qui du jour au lendemain, il peut plus là, manger son gâteau au chocolat, ça fait 15 ans qu'il le mange. J'arriverai pas à dire, arrête, là, éteins ta pensée. Là. Il va toujours vouloir son gâteau au chocolat, puis je comprends, ça fait 15 ans qu'il en mange. Ça va peut-être diminuer avec le temps, puis c'est ce qu'on souhaite. Là, ça va pas toujours être investi, mais l'idée, c'est, tu sais, c'est pas bon pour ta santé à la fin de la journée que tu manges ton gâteau, tu sais, ça peut avoir des effets sur toi. Fait, mais je comprends que la pensée va être là. Fait que la pensée que la sexualité va se vivre uniquement avec la porno, ce moyen-là ou ce scénario-là, je la valide, je la normalise. Mais est-ce qu'on peut ensemble déployer d'autres stratégies pour que... Parce que c'est de tolérer que ça peut passer. Oui, puis des fois, c'est aussi par le changement de scénario qu'ils vont regarder. C'est-à-dire que des fois, ils vont faire des liens, évidemment, avec leur comportement sexuel inapproprié. Donc, en disant clairement, au fil du temps, là, mais je veux dire, ils en viennent à comprendre, à conscientiser que ce qu'ils ont regardé dans la pornographie, ça a alimenté finalement leur fantasmatique. Et par exemple, s'ils ont regardé beaucoup de scénarios impliquant des demi-sœurs, pour dire quelque chose, et qui passent à l'acte sur une demi-sœur qui est du même âge, des fois dans des familles recomposées, bien, le jeune est capable de reconnaître que, ben oui, là, tu sais, ça m'a vraiment alimenté, puis ça m'a donné des idées et que ça a un lien. Fait que des fois, c'est juste aussi de... peut-être regarder d'autres scénarios qui vont être moins... qui vont moins les amener vers la sexualité déviante, là, si je peux me permettre de dire ça de cette façon-là, ou vers le même genre de délit qu'ils ont posé. Parce que souvent, c'est ça que j'observe. Je vais regarder là où il y a quelque chose qui s'est logé dans mon histoire développementale. J'ai vécu un trauma où j'ai été humiliée, puis là, je vais retourner regarder ou dénouer ce trauma-là. Moi, je leur dis, je vous souhaite de ne pas vous exposer à rejouer ce trauma-là puis de le revivre parce que, tu sais, de reconsommer de la pornographie juvénile impliquant ce trauma-là, ben c'est quand même se refaire le trauma, tu sais. Fait que je les invite à, maintenant que tu es adulte, maintenant que tu l'as plus ce 13 ans-là, est-ce que je peux t'accompagner à dénouer des stratégies plus saines pour ne plus avoir à rejouer
ce trauma-là qui n'a pas été qui va pas se résoudre, là, tu sais. Puis on est dans l'empowerment. Ah ouais, ah ouais. Mais là, vous allez peut-être pas aimer ma question, mais on se la pose toutes quand on est intervenant. Vous parlez de matériel pornographique. Ouais. Puis comme d'emblée, vous dites, ben moi, je présume qu'ils en consomment ou en tout cas c'est autour d'eux et que c'est une réalité qu'ils connaissent. Comment est-ce qu'on fait quand on est intervenant pour pas que le jeune ou l'adulte se dise dans sa tête, ben mon intervenant cautionne la consommation de pornographie? Comment on joue, comment on navigue à travers ces eaux-là? Que c'est dur, hein? C'est très difficile, tout le monde se pose la question. Je pense que je répondrai pas forcément bien à ta question, Geneviève, mais je pense qu'on se... On prescrit pas. On prescrit pas, on se positionne pas sur la pornographie, on donne pas notre opinion par rapport à la consommation de matériel pornographique. Là, je parle pas de matériel de pornographie juvénile, là, je parle de pornographie... point, là. Donc, je pense que c'est ça, on cautionne pas, mais il faut quand même pas se mettre la tête dans le sable en pensant que ça n'existe pas. C'est juste, on sait que c'est leur réalité, on sait que ça existe, on sait qu'ils baignent là-dedans un peu, et donc on travaille avec ce matériel-là. Je sais pas si ça répond, là, mais je me positionne pas, je cautionne pas, mais on les envoie pas à dire, ben continue à regarder. Non, c'est ça. En disant ouvertement comme ça, là. Non, pas du tout. Mais, non, vas-y. Parce que l'effet sur moi, c'est on t'enlève ça, puis dans certains cas, avec les adultes, tu as même la condition légale de ne pas acheter une revue, de ne pas louer. Fait qu'on t'enlève ça, mais il y a un vide. Il reste quoi, là? Et là, d'intégrer l'érotisme, d'intégrer les fantasmes, quand que c'était que ça, puis qui était conditionné, puis alimenté depuis des années. Moi, j'étais en situation de souffrance avec cette personne-là, là, tu sais. Puis ça se fait pas à vitesse grand V, intégrer tout ça non plus, là. Donc, effectivement, il y a un vide. Il y a un vide. C'est pas évident à gérer non plus. Non. Donc, il n'y a pas de recette magique. C'est ça qu'il ne faut pas le cautionner, mais on essaye de naviguer à travers ça en disant pas que c'est correct. Parce qu'éventuellement, dans 6, 8, 9 mois, peut-être qu'on va aller combler ce vide-là en identifiant les besoins qui étaient comblés par la consommation, mais dans les stratégies d'urgence, là, ici, maintenant, ça fait 2 mois, j'ai une condition, puis je commence à ronger les ongles. Comment qu'on va t'accompagner dans la stratégie d'urgence? Même si moi, je sais qu'on va peut-être éventuellement travailler ton style d'attachement, on va travailler ton affirmation, tes limites, puis il y a un temps qui va... Et qu'éventuellement, ça va peut-être prendre un petit peu moins de place parce qu'il va y avoir d'autres stratégies, d'autres façons de combler tes besoins que par la pornographie. Mais là... Mais justement, qu'est-ce qu'on fait avec des situations qui sont... Pas des situations, mais des solutions qui sont pas optimales, mais qu'on voit que c'est un petit pas. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec ça? Disons, si on voit, là, on sait où est-ce qu'on voudrait l'amener, où on est capable de l'amener selon les caractéristiques de la clientèle. Il y en a qui vont être capables de cheminer quand même très loin, puis il y en a d'autres que, bon, juste un petit pas, c'est déjà énorme. Comment vous gérez ça dans l'intervention, puis aussi dans vous-même comme intervenant, de se satisfaire avec ça? C'est là qu'on n'est pas très populaire, là, parce qu'il faut être créative et être souple. Fait que, tu sais, on parle un peu du concept de réduction des méfaits qu'on voit souvent avec la consommation d'alcool, de drogue, mais on va un peu l'intégrer aussi dans la sexualité de la personne, tu sais, fait que ça peut avoir l'air un peu déjanté, tout ça, mais si une personne me dit, ben Catherine, dans ce que j'avais comme plan, ce que j'avais planifié, ben pour moi, ça a été moins de conséquences légales, sexuelles, peu importe, d'aller payer pour un service sexuel. J'étais dans cet état-là, puis il y a eu moins de conséquences vécues d'aller payer pour un service sexuel illégal, machin truc, mes valeurs, tout ça. C'est sûr qu'il y a tout ça qui va rentrer en jeu, mais c'est d'être capable aussi de se positionner dans la réalité de la personne, que pour lui, c'est le plus petit pas possible, c'est la première bouchée vers quelque chose de plus sain, mais il y a un espace où on va tolérer que c'est peut-être pas la meilleure des stratégies la plus saine, puis que ça réactive tout son style d'attachement, d'être abandonné par la personne qui l'aime pas vraiment, puis c'est juste son argent. Fait on va tolérer quand même tout ça parce qu'on sait qu'éventuellement, dans un an et demi de thérapie, on va pouvoir récupérer tout ça, mais il y a un petit bout qui
qui est tough, là, qui est difficile pour moi, je trouve. Moi, c'est une question qui s'applique un peu moins pour les adolescents, là, je trouve, parce qu'ils n'iront pas avoir recours à, bon, évidemment, des services de ce genre-là. Eux, c'est vraiment... Tu sais, des fois, le délit sexuel, c'est un événement ou c'est quelques événements, c'est très circonscrit dans le temps. Alors, ils veulent tellement développer comme des relations tout à fait saines avec des personnes de leur âge qu'on va moins voir ça, là, tu sais. Je pense que ils vont plus facilement développer une sexualité saine, consentante, une relation amoureuse avec d'autres adolescents que de rester, dans le fond, dans plus des comportements déviants sur un long terme. Ça m'amène à me dire que c'est super important quand on voit des belles choses se passer, de rebondir rapidement, puis renforcement, tu sais, parce que des fois, leur sexualité a été un peu abîmée. Fait que dès que je vois que t'as mis une limite intéressante, tu as exprimé ton besoin, tu as fait une demande sexuelle, moi, je saute là-dessus, puis je renforce, parce qu'il n'y en a pas toujours, des fois. Fait que quand on en voit passer, puis ça l'oriente quand même vers, ça serait la capacité de s'affirmer, la capacité de mettre des limites, de faire des demandes claires, pas forcément dans la sexualité, là, dans toute sphère de vie, là, fait que effectivement de renforcer énormément Est-ce qu'on ça. le fait? Est-ce qu'on le fait? Ouais. Et quand vous renforcez ça, est-ce que vous trouvez que ça augmente ou ça a un impact sur la motivation des jeunes à venir en traitement, puis à s'ouvrir, à se dévoiler un peu ou à partager ce qu'ils vivent de manière générale, mais aussi en lien avec la sexualité normophilique? Bien, moi, je trouve que ma clientèle, des fois, elle manque un petit peu de tape sur le dos, puis d'avoir été valorisée, d'avoir été dans un climat où il avait ce parti-là. Fait que, oui, effectivement, il se détache de la raison pour laquelle je suis ici. C'est mon étiquette, j'ai un diagnostic, j'ai commis un délit. Fait que là, quand on fait ça, il arrive à se détacher, puis là, c'est... À avoir de la valeur aussi, ouais. à se détacher de... Je suis pas juste une personne qui a eu un comportement sexuel inapproprié, mais je suis tellement plus que ça. J'ai des forces, j'ai des bons côtés et tout ça. Les adolescents, ça dépend, j'ai envie de dire. Il y en a qui aiment ça, la petite tape sur l'épaule, ça leur fait du bien. Il y en a d'autres que ça va prendre quand même plusieurs compliments, plusieurs petites tapes sur l'épaule avant qu'ils l'acceptent, là. Il y en a que c'est vraiment tellement difficile pour eux d'accepter d'avoir un commentaire positif et tout ça, qu'ils vont pas le prendre, ils vont, tu sais, ça va rebondir, puis éventuellement, ils vont finir par l'accepter puis à plus l'intégrer aussi. Puis c'est ancré dans quoi? Dans une méfiance ou dans le fait que l'estime de soi est tellement faible? Un petit peu des deux, je pense, là, dépendamment. Soit qu'ils sont très, très méfiants envers l'adulte aussi. Tu sais, est-ce qu'elle essaie de manipuler? Pourquoi qu'elle me dit ça? Etc. Puis il y en a que c'est que leur estime personnelle elle est tellement faible qu'ils sont pas capables de voir, en fait, ce que moi, je vois quand moi, je les regarde. Il faut pas oublier qu'on est des femmes. Hein? Oui. Catégorie d'âge, des fois aussi. Fait qu'il peut avoir cette méfiance-là selon son rapport à la femme ou à l'autre. Il peut avoir quelque chose de pourquoi qu'elle est en train de dire ça? Puis qu'est-ce qu'elle va en faire? Puis des fois, il peut avoir cette... effectivement, c'est quand même complexe, mais de s'intéresser à sa représentation, des fois, il peut avoir des... Bien, ça m'amène à parler évidemment de la sexualité dans les liens, de l'intervention, comment on gère ça. Je veux dire, il y a du transfert parfois, il y a comment on gère ça, ce transfert-là. Surtout de ne pas penser que ça va pas arriver. Oui, que c'est normal que ça arrive. Faut pas être dans le déni. Faut pas être dans le déni. Non. Faut être capable de le voir, là. C'est peut-être, nous, on le voit peut-être plus souvent, je sais pas, au privé, ça ressemble à quoi, peut-être qu'on le voit plus souvent qu'autrement, parce qu'il faut, à la base, il y a quelque chose qui a été transgressé dans le comportement sexuel, qu'on pourrait s'attendre de ce que ça soit comme ça dans les liens thérapeutiques, mais c'est pas nécessairement comme ça non plus, là. Tu sais, c'est pas parce qu'ils ont transgressé que ça va être dans la relation. On dirait que des fois, on est plus surpris de voir le transfert érotique que on s'attend à ce qu'un auteur arrive et qu'il soit en déni. Au moins ça, par rapport à certains aspects de son délit sexuel, mais on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il y ait du transfert érotique alors qu'on sait que ça fait partie de l'intervention en général. Comment on gère ça? Puis comment on se gère là aussi? Ça, c'est clair je ne serais pas la meilleure pour dire comment on va en faire parce que je vais encore en supervision
Oui. Puis moi, La je l'adresse. supervision, c'est Ah oui. un excellent cue, ça. Je l'adresse, puis tu sais, c'est un peu malaisant. La première fois que je l'ai adressé, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont penser que c'est moi qui ai provoqué ça, ou que je veux ça, puis mon habillement, mes talons, peu importe. Tu sais, j'avais cette crainte-là. Ouais. J'arrive d'un milieu où c'était pas tant de parler, tu sais, ça va arriver, Catherine, puis assume, puis ça fait partie de la game, c'est des délinquants. Moi, j'arrive de ce milieu-là, ça fait 15 ans, tu sais, fait que un petit peu, là, je pense que c'est peut-être pas le... Mais encore. Tu sais, attends-toi que le délinquant va projeter des affaires sur toi, mais là, je suis l'écran blanc sur lequel tu vas projeter, mais il y a une limite à un moment donné. Est-ce que tu vas projeter aussi, là, tu sais? Oui. Tu sais, fait que c'est facile quand la personne va pervertir le lien, puis elle essaie de reprendre son pouvoir sur toi. C'est une affaire comme, tu sais, bon, on peut faire une analyse, mais quand c'est un transfert affectif ou relationnel, qu'on arrive à découvrir que, encore là, c'est mon regard qui le rassure, qui l'apaise. Là, c'est une autre chose, tu sais. Fait que, de s'autoriser à en parler puis de dire que ça m'est arrivé, je trouve que c'est vraiment important. Puis j'ai été témoin de collègues qui tassaient ça, là, puis qu'il y avait une rupture d'alliance, il y avait une rupture du lien par la suite, parce que ça avait été tassé. Mais est-ce qu'il y en a qui continuent aussi, puis qui font juste pas adresser ça, sans nécessairement dire on met fin à l'intervention, c'est comme OK, mais c'était pas là. Ouais, c'est ça. J'ai la chance d'avoir vécu des situations, je n'étais pas bonne comme ça au début. Fait que, au début, je pense que j'ai pu le tasser, puis là, je suis plus à l'aise parce que on en a parlé dans la supervision, ça a été normalisé. Fait que... Et c'est du matériel qui peut être riche aussi tellement. au niveau du suivi thérapeutique. Là, c'est peut-être plus pour les adultes, là, mais quand on utilise ce matériel-là après en rencontre avec nos messieurs, il peut en sortir des choses qui sont super intéressantes. Mais c'est clair qu'il faut être capable de gérer l'inconfort que ça nous fait vivre. Là. Ben, et eux aussi, parce que quand on nomme quelque chose, on peut recréer de la honte, de la culpabilité, de tout l'aspect tabou de la sexualité, puis oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis, comment est-ce qu'on gère ça? Comment on s'écoute là-dedans? Est-ce que, à part la supervision, y a-t-il d'autres trucs que vous déployez, vous? Chacun sa recette, là. Oui, c'est ça que moi, je suis super bienveillante dans... c'est arrivé, tu sais, je pense que dans ma manière de l'aborder, c'est très chaleureux et c'est accueillant que ça peut être normal. Je suis une femme, catégorie d'âge, t'as jamais été entendue, parler, accueillie, validée dans tes situations. Fait que, tu sais, quand je parle d'un transfert peut-être plus affectif, c'est enfin, il y a une personne. Fait que, tu sais, moi, je vais essayer de voir c'était quoi les besoins qui étaient comblés derrière ça. Puis dans la grande majorité des situations que ça peut arriver, c'était vraiment ça. C'était tu m'écoutes, tu me valides, tu me fais relationnel. C'était plus, tu sais, oui, il peut apprécier le corps, le visage, tout ça, mais c'était vraiment relationnel et affectif, tu sais. Puis à la limite, je vais peut-être me permettre de dire ça, mais des fois, c'est un gain thérapeutique aussi, là, tu sais, dans le sens ils ont été capables d'être en lien et même peut-être d'être alimentés, là, tu sais, d'avoir un fantasme envers une femme adulte. C'est bon, c'est pas la bonne, là. Une réduction des méfaits. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ta thérapeute. OK, c'est une femme adulte qui est dans les âges c'est comme on disait tantôt, qui convient. les petits pas. Fait qu'on gère ça, puis après ça, c'est bon, tu as été capable une fois. Alors là, Tellement. maintenant, ça pourrait être une femme tu sais, de ton entourage ou peu importe, une autre femme que ta thérapeute, finalement. Voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on l'accueille de cette manière-là, qu'on normalise que ça peut se passer, puis personnellement, je fais des rencontres le soir, je suis pas capable d'avoir des gros éclairages, fait que mon bureau est tout petit, la lumière est tamisée. C'est confortable. C'est confortable. Fait que juste ça, ce contexte-là peut amener à sexualiser le lien, tu sais. Fait que juste de l'accueillir dans ce bout-là, mais c'est sûr que quand la personne le dévoile, il y a un petit... on est-tu là? On va parler de ça, il a tout le temps, ce petit bout-là. Mais de pas rester tout seul avec ça, de pas se culpabiliser, parce que moi, mes erreurs dans ma carrière, ça a été de me culpabiliser, de me dire, j'ai pas bien fait ma job. Oui. C'est normal de se poser des questions, c'est mais ça. je pense que quand tu dis je l'accueille dans la bienveillance, puis même de dire, ben là, je l'ai pas attrapé au bon, mais je peux y revenir dans On peut jamais fois trop qu'on tard. peut le voir. Il faut revenir. C'est être aussi s'interdire sur nous, puis s'interdire dans ce qui est en train de se passer, puis quand on comprend la clientèle, on comprend pourquoi ce transfert-là, ou en tout cas, on peut
se questionner à savoir pourquoi ça s'est Tout à passé. fait. Là. Tout à fait, il y a un sens. Se Qu'est-ce donner que la ça exprime? possibilité là, tu sais, d'être vulnérable d'une certaine façon, puis d'en parler avec ses collègues, de ne pas rester seul avec ça, d'en parler en supervision, en intervision, en équipe. Tu sais, nous, on a la chance d'être dans une belle équipe de travail, fait qu'on échange beaucoup là-dessus. Là. Fait que ça, c'est aidant aussi. Tout à Puis fait. des fois, on voit un point de vue autre. Là. Souvent, là, ça nous amène à réfléchir autrement sur la situation, puis à se détacher aussi un petit peu de ce qu'on est en train de vivre, puis des projections qu'on a sur nous. Là. Fait que ça, souvent, ça fait du bien aussi d'avoir une autre position quand on Mais voit le le petit monsieur. malaise initial, il est normal. Oui, oui. Il y a des situations qu'il ne faut pas le normaliser, puis OK, tu peux projeter tout sur moi, tu sais. Ça aussi, je travaille en délinquance, donc c'est normal qu'ils vont lancer du contenu sur toi, puis ils vont essayer... Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Effectivement, il y a des situations que ça sera pas nécessairement bon pour toi si on continue ensemble. Mais qu'est-ce que vous gardez en tête dans ce cas-là? C'est vos limites à vous, puis aussi les limites du cadre. Là. C'est toujours dans votre tête? Je pense que ça prend du temps, puis ça prend un climat qui s'autorise à ça, parce que moi, justement, je pense qu'il y a un climat où que tu sais, bouge ton nez, puis ça va arriver, puis encaisse, là, tu sais, puis il y a un climat où que, attends une minute, non, ça va pas, là. Ça, c'est une transgression, tu as même transgressé dans le lien, tu sais, fait que c'est d'être capable de se dire, là, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, de s'autoriser à ça, puis des fois, on n'est pas super bon, fait que c'est la supervision qui vont dire, attends une minute, là. Ça, c'est une transgression. Et par mimétisme, là, si on est capable, nous, de nommer notre inconfort, de nommer ce que ça nous a fait vivre, de mettre nos limites, ben ça peut être aussi un bon exemple, je pense, pour peut-être le client, là, de voir comment nous, on fait. Tu sais, je vais peut-être un petit peu loin, là, mais tu sais, Non, du tout. Dans cette façon-là, je pense que ça nous permet de le faire puis de se sentir peut-être plus... valoriser de le faire, mais c'est pas le bon, c'est pas le bon Mais terme. en fait, on montre qu'on peut préserver un lien en affirmant des limites, puis en disant, ben non, ça va arrêter là notre relation. Mais regarde ce que tu m'as amené, moi je trouve que c'est positif dans tel sens, ça montre que, puis on est toujours là. Ben oui. On ne l'a pas abandonné, malgré peut-être un glissement ou quoi que ce soit. Exactement. C'est super intéressant. Y a-t-il des aspects que vous remarquez que c'est peut-être plus facile, des aspects de la sexualité normophilique là, qui c'est plus facile à aborder avec la clientèle? Je sais que vous avez parlé des sous-types, là, puis des bons, il y a différents profils, c'est sûr, c'est difficile de généraliser, mais est-ce qu'il y a des choses, le consentement, tu dis, ils en entendent beaucoup parler, est-ce que ça, c'est plus facile ou au contraire, j'en entends tellement parler que je connais tout, puis viens pas m'en parler? Ils en ont entendu un petit peu parler du consentement sexuel dans les écoles, les policiers viennent faire des petits ateliers à l'école et tout ça, mais souvent, ils sont fiers, en fait, de me dire ce qu'ils savent du consentement. Non, mais c'est vrai, fait que ça, c'est chouette parce que c'est un bon sujet pour commencer, je trouve. Bon, peut-être pas la première rencontre, là, on s'entend, mais quand on commence à parler de sexualité et tout ça, le consentement sexuel et pas forcément le consentement dans leur délit, je fais pas tout le temps des liens, mais plus dans des mises en situation je leur fais des mises en situation comme ça les détache un peu de leur réalité, puis après ça, on va parler de leur délit à eux. Puis souvent, c'est ça, comme je disais, ils sont très, très fiers de m'exposer ce qu'ils connaissent du consentement sexuel, mais des fois, il y a des petites... faut faire des réajustements. Oui, c'est ça, des petits réajustements, on fait des petites nuances et tout ça, mais souvent, ils sont très, très intéressés. Je leur montre des petites vidéos là, sur le consentement sexuel, on fait des mises en situation, essayer de comprendre pour eux, est-ce qu'il y a un comportement illégal, est-ce que la personne est en position d'autorité par rapport à l'autre, donc de répondre un petit peu à ça, est-ce qu'il y a de la coercition et tout ça, fait qu'ils font plein de liens, puis souvent ils sont super intéressés, sont super... c'est un thème qu'ils aiment, étonnamment, là. Ça, c'en est un bon. Ça en est un bon. Oui, ça en est un bon pour commencer. Comme pour briser la glace, là, ça peut être un bon sujet de départ. Avec les adultes, c'est sûr, nous, en milieu institutionnel, on a la chance d'avoir un atelier de 12 semaines qui est donné, on est une grosse équipe, fait qu'on a vraiment un thème spécifique au communautaire, on l'intègre dans la thérapie, là, c'est intégré dedans. Fait que ça, c'est sûr que c'est un incontournable. J'en ai des personnes qui disent moi je sais tout, puis tu viendras pas me parler de l'anatomie, puis c'est sûr que tu sais on peut y aller avec l'anatomie de base, mais moi je vais vraiment un peu plus sur le terrain, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment
comment être un peu créatif, de sortir un peu plus d'un cours de biologie, tu sais. Puis les participants, ce qu'ils aiment vraiment, c'est la partie sur les fantasmes et la partie sur la séduction. Ça, là, c'est 12 rencontres. On parle de là. fantasmes hormophiliques. Ouais, OK. ouais, vraiment, là, ça les intéresse de voir que dans un tel scénario de fantasme, il y a tout ça qui peut se jouer, puis la séduction, là, ça, c'est vraiment les deux petits éléments qu'on sait vraiment là, là, ils sont moins connaissants, puis ils absorbent, là, tu sais. Puis c'est ça qu'ils veulent la recette, ils veulent les trucs, comment on fait, tout ça. On sort encore Ça de fait partie de l'intervention en général, ça. mais c'est pour moi, c'est comme des leviers, là, ce que vous mentionnez. Ils aiment ça parce que c'est utile, puis c'est concret. On essaye de rendre ça concret. Oui. Tu sais, tu sors un peu de la théorie. Des fois, je leur dis aux adolescents, de voir le bureau comme un genre de laboratoire. Tellement. Tu sais, je leur dis ça comme ça. Avec moi, vous n'avez rien à perdre. Là, on va juste se pratiquer. Non, mais c'est vrai. On peut se planter. Mettons que tu es avec une petite fille de ton âge, puis tu sais pas quoi dire, puis tu as Voilà. peur de pas être intéressant, puis pas compétent. Comment que tu peux faire pour comme t'approcher d'elle, puis entamer la conversation, puis qu'est-ce que tu pourrais y dire, puis tout ça. Puis là, ils se pratiquent. Ben, il y en a qui ne veulent pas embarquer là-dedans, sont gênés, puis tout ça. Mais il y en a qui se prêtent au jeu, puis c'est quand même chouette quand on fait ça. Puis des fois, je leur fais des petites remarques. Tu sais, peut-être que ça, c'est plus ou moins une bonne approche. Peut-être que c'est un petit peu trop direct. Peut-être que si, peut-être que ça. Fait que ça peut être une façon, le fun, d'aborder la séduction, l'approche avec des personnes de leur âge. Rehausser un petit peu leur estime aussi. Si on était capable de le faire dans mon bureau puis qu'ils se sentent un petit peu plus compétents, ben, en tout cas, on ose espérer qu'ils vont se sentir un petit peu plus compétents avec la petite fille à l'école aussi. Mais là, tu es dans la promotion, pas juste dans la prévention. Donc, il répond bien à la promotion. Tout à fait, parce que, tu sais, il arrive avec un stigma, il arrive avec une étiquette, sexualité négative, tout ça. Fait que quand ils savent qu'on va aller dans les facteurs de protection, quand on va aller dans intégrer toute la sexualité saine, ils sont plus dans cette étiquette-là, tu sais, puis ils ont envie de comprendre pourquoi j'ai fait ça, mais ils ont envie de plus se rasseoir dans notre bureau. Fait qu'on va aller travailler les éléments qui ont identifié qu'eux, il y avait une certaine lacune, puis là, enfin, t'as la chance, t'as l'opportunité là, de pouvoir les travailler. Fait que non, ils apprécient. Bien, tu parles qu'ils ont identifié leurs lacunes, mais est-ce que vous leur faites identifier aussi ou reconnaître leurs forces dans la sexualité normophilique? Puis est-ce que ça, c'est de l'empowerment, puis ça augmente la motivation? Tout à fait, Assurément. tout à fait. Oh, assurément. Dès qu'on voit passer, En tout cas, moi, Comment on fait ça quand tu dis quand on voit passer? Bon, comment on fait ça techniquement pour que la clientèle là, comprenne? Ah, ben oui, effectivement, je le fais bien. Puis bon, tout le monde que c'est une force, c'est chez moi. Comme je vois souvent qu'ils doutent de eux, doutent de leurs compétences, je fais arrêt sur image. Hey, je t'arrête un peu, regarde ce que tu viens de faire. T'sais. Fait que ça, je le force un peu comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la réaction que tu as eue ou du comportement que tu as eu? Est-ce que tu vois que ça, c'était tout à fait adéquat, que c'est positif, que tu as bien géré ça? Fait que, effectivement, là, d'arrêter le plus souvent possible sur tous les bons coups, toutes les forces, toutes leurs... de mettre l'emphase là-dessus parce qu'ils se situent tellement bas puis ils craignent tellement quand ils arrivent en suivi qu'on va juste aborder ça spécifiquement. Fait que quand ils comprennent puis ils savent qu'on va au-delà de ça, surtout dans la sexualité saine et tout ça, dans le développement des compétences, mais ils sont fiers, là. Ils sont fiers d'eux puis ils sont contents puis c'est ça, tu sais, ça les valorise. Puis est-ce que ça joue dans l'alliance? Le fait de travailler sur les forces, est-ce que ça ancre tout le côté positif de cette relation-là? J'ai envie de dire que oui, là, un peu naturellement, parce que si on n'est que dans de la prévention de la récidive à proprement dit, je pense qu'on oublie une certaine partie du travail qui est super important, là, de travailler sur tous les besoins criminogènes, mais tout ce qui se passe aussi de concret là, dans leur réalité. Là, puis ça leur parle bien plus que quand on leur parle d'un plan de prévention de la récidive. Nous, on l'a quand même en tête. Là, on sait là, que nos interventions aussi, où est-ce qu'on s'en va, penser ce qu'on travaille, là, on travaille certains facteurs là, de protection, mais eux, ils ne savent pas forcément tout ça. Là, mais nous, on l'a dans le fond de notre tête. Tout à fait.
Une question avec laquelle on doit composer là, quand on fait de l'intervention avec les auteurs, c'est tout ce qui est enjeux légaux. Puis quand on parle de sexualité normophilique, c'est sûr que c'est clair quand on parle de sexualité plus déviante ou non consensuelle, mais comment est-ce que vous composez avec ces enjeux-là quand vous abordez la sexualité normophilique? Bien, j'essaie de me projeter si je suis toute seule au privé versus nous, on est contaminé, on est constamment là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, puis il y a des questionnements qui reviennent plus souvent ou qu'on a été exposé là, à plusieurs reprises. C'est que c'est comme un peu si c'est un peu bizarre là, mais on a au niveau de l'hésitation suicidaire, il y a un code vert, jaune, orange, rouge, tu sais. On n'a pas ça en délinquance sexuelle, mais on s'est quand même un peu développé parce que si je me mets à dénoncer tout le monde, signaler tout le monde parce que tu as consommé du matériel qui est illégal, tu n'as pas le droit, j'aurais plus de clients. Fait que, tu sais, c'est jouer avec ça, c'est illégal. Tu sais, puis en cours de traitement, des rechutes comme ça, on va en revoir, là. Bon, puis il y a des types de matériel que si je suis pas capable d'identifier la personne, la victime, elle est logée en Russie, puis bon. Une victime identifiable et accessible. Imminente, là, c'est ça. Fait que bon, il y a des enjeux comme ça que nous, on va tolérer cette partie-là. Tu me l'as dévoilé. Si je le signale, il y a un impact sur la violence thérapeutique, puis tu ne reviendras plus de demander de l'aide. Tu sais, fait que nous, on a cette vision-là. C'est sûr que j'imagine que tu agis selon les critères qui nous sont demandés. Donc, tu sais, s'il y a une victime identifiable, un danger imminent, etc. Mais après, il y a des zones peut-être plus floues. Est-ce que quand vous parlez de sexualité normophilique, puis vous voyez que, ça va peut-être aller dans le... Ça continue comme ça, il faut que je te dénonce. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de tempérer, ramener ou... Moi, je suis capable de le nommer, que je suis inquiète, qu'ils maintiennent cette pensée-là. Tu sais, je suis capable de l'indiquer, là, que ça me préoccupe. Là. Puis, vu que le consentement est nommé, puis qu'on va toujours le faire ensemble, on va l'adresser ensemble. Je ne ferai pas de petits coucou comme ça, mais je vais en parler, que là, je commence à être inquiète ou préoccupée. Et s'il y a un signalement, on le fait aussi avec la personne. S'il n'y a pas de cachette, tout est fait avec le client, tout est nommé, les inquiétudes sont nommées, puis on va le faire... avec lui, même si c'est parfois à contre-cœur. Puis c'est nommé dès le début. C'est nommé suivi que, bon, si ça se passe, il faut le faire. Là, Exactement. Je le vois plus avec la pornographie juvénile, où ça, la zone grise est vraiment là, tu sais. C'est ça. Ça soulève plusieurs enjeux. Est-ce que nos clients sont capables de voir, tu t'en parlais un petit peu, Marie-Ève, tantôt, quand tu fais toute la chaîne délictuelle, là, les ponts à faire entre la sexualité normophilique puis paraphilique, non consensuelle ou violente, là, est-ce qu'ils sont capables de dire, ben oui, hein, j'ai vécu ma sexualité comme ça toute ma vie, puis regarde ce que ça m'a amené à peut-être poser comme geste. Ils voient bien ou ils ont besoin de votre aide pour allumer les lumières là-dessus, faire l'éclairage? Ils ont besoin de soutien. OK, donc, on semble de patience. Oui. Mais souvent, ils n'ont aucune idée, là, en fait. En tout cas, du moins, les adolescents, ils n'ont aucune idée du... moi, je parle moins souvent du pourquoi, mais plutôt du comment avec eux. Donc, comment j'en suis venue à en arriver là? Tu sais, comment j'en suis venue à poser un geste comme celui-là? Et à partir du comment, là, on met des choses en place, puis on essaie de refaire le casse-tête ensemble. Puis c'est là qu'arrivent les motivations, les besoins insatisfaits, les malaises qu'ils ont vécus, tous les facteurs prédisposants, précipitants et tout ça, les distorsions cognitives. Puis à partir de tout ce matériel-là, bien, c'est là qu'on va aller plus dans la sexualité normative ou normophilique à partir de ça. Donc, tes besoins, tes malaises, on les reconnaît. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Comment ça peut être adéquat? T'es toujours entre la prévention et la promotion. Est-ce que ils répondent bien? Parce qu'on sait que, bon, le gros de notre travail, c'est de la prévention de la récidive. Notre cadre, c'est beaucoup ça. Ouais. Est-ce que la clientèle répond bien quand justement, on va cibler la sexualité normophilique puis qu'on dit, bon, là, tu sais, c'est pour t'aider à mieux fonctionner, à avoir une sexualité plus satisfaisante, à mieux vivre tes relations, mieux te réintégrer dans la société. Est-ce que quand on vise ça, la réintégration puis la réhabilitation, ils répondent bien? Tu parlais qu'ils répondent bien en promotion?
C'est la même chose? Ben, je pense que oui. C'est que quand ils voient que ça va leur être utile, puis ça va leur servir, puis que ça leur apporte quelque chose, là, ils embarquent. Ils embarquent plus. Oh, c'est oui, puis qu'on tout à est dans quelque chose de positif, dans quelque chose dans les forces, dans leurs compétences, ben ils répondent beaucoup mieux que quand on leur tape sur la tête. Là. Ce qui n'est vraiment pas notre rôle. Puis vous, comment vous trouvez ça, ce travail-là? De travailler plus, ben oui, c'est sûr qu'on intègre toujours mais vous, est-ce que c'est valorisant aussi? Est-ce que ça vous motive, vous? Avec le temps, c'est le rendu de la partie que je préfère, là, tu sais. C'est vraiment, tu sais, on va le faire, il faut le faire. Puis d'ailleurs, si on travaille avec cette clientèle-là, souvent on travaille avec des agents de probation, hein, puis on se travaille avec des gens qui, eux autres, ils ont des attentes, ils veulent que la personne comprenne, qu'ils soient capables de transposer puis de l'expliquer. Fait qu'il y a une partie qu'on va le faire, mais moi, je sais qu'à la fin de la journée, j'ai hâte de travailler cette partie-là, que ça vient, là, la personne. C'est pas moi qui sais sur quoi travailler. Là, tu le veux, toi, puis c'est intrinsèque, puis il y a faim, tu sais. Fait que c'est la partie qui est vraiment le fun, parce que là, on est dans un beau terrain de jeu de... Oui. Tout à fait. Ouais. Puis les adolescents, c'est des belles éponges, là, aussi, là. Fait que, c'est dans le sens quand ils veulent, là. Fait que quand c'est positif, c'est encore mieux, mais c'est toute l'éducation à la sexualité, d'offrir des sources d'informations qui sont pertinentes, qui sont vraies, c'est intéressant, oui, fiable. C'est ça, c'est valorisant aussi pour nous en tant que thérapeute, dans notre travail avec eux, de voir qu'ils ont appris des choses, en fait, quand ils sortent du bureau. Puis des fois, on fait un retour, puis tu sais, qu'est-ce que tu as appris la semaine dernière quand on s'est parlé? Puis là, ils vont me nommer des affaires que même moi, des fois, j'ai oublié. Je suis comme, ah oui, OK, t'as compris ça, t'as appris ça. Puis ils vont faire des liens avec des trucs, des fois, il y a quelques mois, puis c'est super intéressant. Fait qu'ils intègrent tranquillement, ouais. Et de ne pas avoir peur de faire de l'éducation. Tu sais, on est psychothérapeute, il faut faire de la thérapie, quelle proportion accorder. Il va en avoir de l'éducation parce avec que... cette clientèle-là, c'est oui, inévitable. Là. Tout à fait, tu sais. Puis effectivement, c'est de oser un peu peut-être plus directif, tu sais, dans voici les choses que je vais t'enseigner aujourd'hui. Tu sais, ça va venir de moi, le thérapeute, versus... tu sais, quand le client arrive au privé, ben on te prend avec tes besoins, avec ce que tu veux. Fait que le client va dire, ben moi, je veux travailler mes traumas. OK, parfait, je t'écoute puis je prends avec ça. Mais dans notre clientèle, on ne pourra pas juste travailler le trauma pendant un temps. Effectivement. Non, ça fait tout à fait partie de notre travail. En tout cas, moi, je me dis pas, je suis psychothérapeute, donc je peux pas faire de psychoéducation, surtout avec des jeunes. Je veux dire, forcément. Ça va de soi. Puis, je fais pas de distinction. Des fois, c'est plus thérapeutique, des fois, c'est plus psychoéducatif, puis ça fait partie N'hésitez pas. Des fois, c'est promotion, prévention, puis il y a même du soutien. Fait que c'est normal de passer d'un à l'autre, là, puis d'intégrer ces différents axes. Oui. Si on n'a pas beaucoup de temps pour aller à l'extérieur d'une prévention de la récidive, est-ce qu'il y en a des cibles de la sexualité normophilique là, que vous dites ça, pour beaucoup des clients, là, c'est vraiment incontournable? Les limites, hein, l'affirmation, redéfinir son concept de plaisir, tu sais, pour qui, pourquoi. Des fois, la sexualité est un peu biaisée, fait que pour qui, pourquoi je le fais, de s'arrêter à réfléchir sur ça, puis d'être capable d'identifier ses limites. Ses besoins, ses limites, un peu comme tu dis, toute la notion du consentement sexuel, là, évidemment, on ne peut pas passer à côté, je pense, là, dans le contexte de notre travail. Ce que tu veux, ce qui manque, comment tu aimerais te sentir dans ta sexualité et comment tu aimerais le communiquer. Ça, c'est vraiment des aspects importants, là. Fait que vous dites ça, c'est de base, là. On va là. On va là, oui. OK. Quand on intervient sur la sexualité, est-ce qu'il y a des questions qui est essentiel de se poser comme intervenant sur la sexualité normophilique, là, pour être bien dans ce travail-là, mais aussi pour essayer que notre travail soit le plus efficace possible? Je pense que dans notre domaine, c'est de cultiver le fait qu'il faut s'en poser des questions, puis il faut des fois reprendre un peu de recul sur « ça fait 8 mois que j'ai pas abordé la sexualité. » Des fois, on peut avoir le réflexe de la mettre de côté. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a encore là les agents de probation, le système a des attentes, on a une liste de 13 éléments, puis là-dedans, il y a des éléments qui sont beaucoup d'éléments qui sont pas en lien avec la sexualité. Pas tout, en fait. Fait que moi, des fois, ça fait comme, j'étais en intervision ou en co-développement avec des personnes, puis ça fait longtemps que j'ai pas abordé cette partie-là. Fait que je pense que c'est ça qui est important, d'avoir un petit peu de recul, puis il y en a que c'est par cause de malaise.
qui vont pas là. Donc, c'est pourquoi est-ce que je vais pas là, puis qu'est-ce que je pense qui va arriver dans ce lien thérapeutique-là avec la clientèle. Donc, c'est pourquoi je l'ai pas abordé. Des fois, c'est les pressions, comme on dit, du cadre, mais il y a d'autres raisons aussi qui peuvent aussi... la dernière fois qu'on a eu un transfert érotique, on n'est pas sûr qu'on l'a bien géré, ben peut-être que ça nous tente pas d'ouvrir ça. On va éviter ça. Ouais. Continuer à se questionner, continuer à rester curieux, à l'aborder en supervision, à en parler avec des collègues. T'sais, on l'a déjà nommé, mais je pense que ça, c'est super, super important. Faire partie d'une équipe, de ne pas rester toute seule, surtout ceux qui font de la pratique privée, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, de faire des groupes de co-développement, de la supervision, des formations, de rester vraiment à l'affût, de rester ouvert aussi aux nouveautés. Maintenant, si on peut dire ça ça, là, tu sais, avec tout le virtuel, là, on n'en a pas trop parlé, là, mais avec tout, c'est ça, toutes les sextos et compagnie, là, il y a comme une vie complète, là, surtout, les ados, peut-être encore plus que les adultes, là, à ce niveau-là, là, fait que, de rester sensible à leur réalité, de rester ouvert, de rester disponible, de ne pas être dans le jugement. Puis, donc, de se dire, est-ce que là, je suis en train d'essayer d'appliquer mon cadre de ce que moi, je connais à la sexualité dans mon intervention, ou est-ce que, comme tu dis, là, je vais vraiment chercher le client ou la cliente dans sa réalité à elle, puis où est-ce que c'est difficile pour moi est-ce que je suis à l'affût de cette réalité-là? Tout à fait. Puis des fois, on est confronté aussi là, dans nos valeurs, dans nos réalités, dans nos réalités de femmes ou de mères de famille, par exemple, avec des jeunes adolescents qui ont des visions complètement différentes. Qui ont des réalités complètement différentes. Fait que c'est aussi de se mettre à leur place, là, d'être empathique, puis de se mettre vraiment dans leur peau, sur leur chaise, puis d'essayer de concrètement voir un peu comment ils se sentent là-dedans, puis c'est quoi leur réalité au quotidien, puis de les aider à partir de là. Puis tu sais, ce qui pop en dedans de moi, c'est dans les bonnes pratiques, c'est des aspects assez touchés, c'est les intérêts sexuels déviants, les préoccupations sexuelles. Tu sais, c'est la partie encore un peu, plus dark, ça. Et le prochain congrès qu'on va avoir, là, c'est un peu pour normaliser, mais le prochain congrès qu'on va avoir dans le regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle, ça va être sexualité. Et si on l'abordait, tu sais. Fait que ça témoigne que même nous, dans le milieu, même si on est des sexologues, des fois, on le passe, puis on le tasse. Entre autres parce que c'est des parties qui sont vraiment plus complexe aussi des fois. Je vise à éteindre, par exemple, le comportement. Et on va pas viser à éteindre, tu sais. Fait que des fois, on se met une pression d'éteindre la pensée, puis... puis on est dans un cadre tellement rigide de récidive qu'il faut surtout pas que notre clientèle récidive parce qu'on est tenu responsable dans notre tête d'aller ouvrir cette porte-là. On se dit, mon Dieu, est-ce qu'au contraire, je vais aller l'outiller pour mieux récidiver? Voilà. Pourquoi, Mme Richard, vous n'avez pas parlé de cette partie-là? C'est ça, les gold standards, les bonnes pratiques. Bien, moi, j'ai été travailler le plaisir, j'ai été travailler l'érotisme. Ça se pourrait que les gens... Mais... En même temps, ça témoigne qu'on a un malaise à parler de ça. Fait qu'allons parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a été formé. On a été formé pour parler de la sexualité saine. Alors, pourquoi pas l'intégrer? Fait qu'il faut aussi être capable de tolérer que dans notre accompagnement, il va avoir cette dimension-là. On est bien, on est à l'aise de le faire. Puis je pense, ça c'est nous, comme sexologues, mais c'est sûr que c'est pas tous les intervenants psychosociaux qui le sont, sauf qu'on est tous formés comme intervenants psychosociaux à promouvoir le fonctionnement général, positif et sain. Donc, la sexualité, ça fait partie de ça. On peut pas juste mettre en pause cette sphère du fonctionnement-là. Non. Justement, pour les personnes qui ne sont pas sexologues, mais qui sont dans l'intervention psychosociale, quels seraient les pièges à éviter quand on aborde la sexualité avec cette clientèle-là, selon vous? Bien, c'est sûr que c'est le thème en dit parfois long, là, tu sais, puis ça peut amener une certaine curiosité parce que c'est une sexualité qui est plus cachée, qui est plus, des fois, déjantée. Fait qu'on peut avoir une curiosité d'aller plus loin, même que le client veut, tu sais, puis tout n'est pas nécessaire d'aller explorer, de travailler. Fait que des fois, il y a cette partie-là, là, à quel point c'était pertinent ou à quel point... Ou de ne pas capter la dynamique, là, disons. Moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un qui avait une personnalité narcissique, là, qui voulait vraiment, qui attendait la réaction. Hey, je t'en dis, là, mais j'attends ta réaction. Donc, de ne pas capter ces dynamiques-là puis de nourrir quelque chose de malsain. Tout à fait. Ça ne sera pas la bonne chose pour toi pour le moment d'aller là-dedans. Oui, des messieurs qui aiment beaucoup s'exhiber aussi. Là, on leur permet ça
en satisfaisant notre curiosité, le fait que de faire attention à ce genre de piège-là. D'exhiber dans les informations. Oui. Mais c'est ça, fait que de ne pas respecter son propre cadre, effectivement, puis il va y avoir des limites quand même à intégrer, là, même si tu dévoiles. Ben justement, dévoiler quelque chose qui s'est passé dans la relation thérapeutique. On sait que vous avez parlé des difficultés tantôt, puis comment on gère ça, mais c'est le temps quand c'est le temps de dénoncer, c'est le temps de dénoncer. Il faut le faire, malgré que ça va créer des remous dans la relation. On peut pas... Il faut respecter le cadre thérapeutique. Tout à fait. Il faut signaler quand il faut signaler, oui, effectivement. Quand il y a l'imminence, victime identifiable, on se pose même pas de questions. Sinon, des fois, juste d'avoir un temps, des fois, il n'y a pas d'imminence. Là. Si la personne t'a dévoilé qu'il y avait eu un comportement X, de prendre un temps, tu sais, pour faire cette balance décisionnelle-là, puis d'avoir une réflexion quand même qui n'est pas trop impulsive. Tu sais, si je travaille dans le domaine des idéations suicidaires, puis à chaque fois, je signale tout ça, ben, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Ou la fois que je n'aurais pas signalé, je pourrais me faire taper ses doigts, tu sais, mais d'avoir une réflexion quand même accompagnée derrière tout ça, tu sais, mais effectivement, il y a des situations, c'est assez clair qu'on... Moi, ça me dit, ce que tu dis, c'est toute la réflexion que tu fais toi-même, mais aussi de ne pas rester avec ça, d'aller valider ta réflexion avec d'autres personnes tout près, parce que c'est une clientèle vraiment très demandante, qui aussi, ça a un poids pour nous, les intervenants. Donc, d'aller vers l'autre, nos collègues, puis dire, ben regarde, je fais un partage, qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu penses que c'est un bon jugement? Déjà, ça diminue un peu ce poids-là. C'est impressionnant, les fois qu'on le fait, on est 8 sur un comité, puis on réfléchit à ça, puis c'est du 4-4, là. C'est impressionnant de voir, puis à la fin de la journée, tout le monde a un bon argument dans les pôles, tu sais. Fait que rester seul avec ça, c'est immense, là. C'est ça, effectivement. Est-ce que vous voyez d'autres pièges? Bien, on a fait parler un peu dans la réduction des méfaits, hein, dans les personnes qui vont nous dire, bon, ben j'ai fait le choix de payer pour un service sexuel. Tu sais, moi, je suis capable d'accueillir ça, d'en faire un sens, de le voir comme ça, mais de dire, tu sais, tu devrais peut-être ce soir aller payer pour un service sexuel plutôt que de prescrire ce genre de comportements illégaux, ça demeure illégal, là, tu sais. Fait que ça serait quelque chose que j'irais pas vers ça, là. Tout à fait, de ne pas les encourager tout à fait. vers ces voies-là. Bien, merci. Mais, comme dernière question, ce que j'ai envie de vous poser, c'est on parle du poids. C'est aussi un travail très valorisant. Puis quand on arrive, comme vous dites, avec les petites pépites, là, où on voit notre clientèle qui s'émancipe devant les possibles. Mais à travers tout ça, comment est-ce qu'on prend soin de soi comme intervenant? C'est sûr que moi, je continue constamment à aller vers la supervision, puis ça m'aide vraiment à me départager, puis à me déposer, parce que c'est quand même beaucoup de choses qu'on apprend et qu'on entend chaque jour, dépendamment dans notre famille, enfants, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il en faut une certaine soupape, quelque part, pour sortir ça, puis ramener les sujets à la maison. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas là qu'on va aller en parler. Fait que moi, je calcule plus le nombre de pauses café, là. Puis je serais un peu maligne si ma boss me disait, là, sors du couloir. Fait que moi, je vais ventiler. Je vais déposer. Puis je vais plus me juger de hey, ça, c'est de me chercher. Puis ça, c'est... Non, je tasse ça. Là, je serais pas une bonne intervenante si je disais que je suis complètement opaque puis que rien me touche. Là, fait que moi, je me laisse toucher. Puis quand ça me touche, ben je vais... On a besoin d'en parler. Ah ouais. Puis on a besoin de fermer les livres aussi, là. À la fin de la semaine ou à la fin de la journée. De dire, ben là, le reste, ça va attendre à demain. Dans le sens où la vie personnelle est importante, de prendre soin de soi aussi à l'extérieur du travail, de continuer à faire ce qu'on aime, peu importe c'est quoi, là, mais... Puis... Tu sais, le 40 minutes, moi, que ça me prend de partir du travail jusque-là, il me sert à faire ça aussi. La transition entre le travail et la maison, de ne pas amener ça effectivement dans la vie familiale ou avec notre conjoint, avec les gens avec qui on vit. C'est cliché un peu, mais c'est sûr que moi, je marche, je cours, je fais un peu d'activités pour... C'est ce que j'allais dire. On essaie d'aider notre clientèle à trouver leur passion, leur loisir, qu'est-ce qu'ils aiment, mais c'est aussi de ne pas oublier les notes et de s'actualiser dans ce qu'on fait à l'extérieur pour se donner de l'énergie pour revenir faire ce travail-là. Parce que personnellement, je souhaite
moi, je savais déjà dès la première journée du bac en sexo que ça allait être ça que j'allais faire dans la vie. Fait que je souhaite personnellement rester là-dedans. Je me suis sur-spécialisée. Fait que je veux vraiment, fait que pour prendre soin de ce souhait-là que je caresse de faire ça toute dans ma carrière, il faut que je sois capable de voir les angles morts, ou qu'on me les montre, puis d'en prendre soin, parce que je veux pas arriver à être plus touchée par mes clients, ou être désabusée, ou être en colère. Tu sais, je veux tout laisser tout ça se passer, puis le regarder, tu sais, parce que... Et dédramatiser aussi. Tu sais, on a quand même beaucoup de plaisir là, à travers ce travail-là, à travers l'équipe. Il y a beaucoup d'humour, on est capable de rire, on a... Ça fait partie aussi de ce qui nous garde, là, parce que je pense que quand on est en bureau privé, il faut vraiment pas se gêner d'aller chercher des gens qui ont la même clientèle ou en tout cas de s'affilier avec d'autres pour garder cette passion-là et ce désir de travailler avec cette clientèle-là qui est pas facile. Non, là. non. On ne cachera pas à personne, là, mais je pense que c'est ça, d'être dans une équipe puis d'avoir bien du plaisir, ça, c'est un must. Il existe des ressources aussi pour nous. Il y a, en plus, des ressources sur le web. Il y a le regroupement d'intervenants en matière d'agression sexuelle qui offre la possibilité d'avoir une communauté de pratique et d'aller ventiler avec des collègues, de se tenir au courant des meilleures pratiques comme ce que tu parlais. Donc, c'est vraiment prendre soin de soi puis pas être trop dur envers soi aussi. Comme tu le disais, c'est normal de se laisser atteindre. Puis ça fait partie de ce travail-là. Tout à fait. Puis de se rappeler aussi les beaux cas qu'on a vu évoluer vers des belles vies saines. Se donner des petites tapes sur l'épaule, nous autres aussi, entre nous. Pas juste à nos jeunes, à nos messieurs, mais entre nous aussi, ça fait du bien. C'est ça qui est le fun, quand on a eu un bassin de personnes que ça a bien été, c'est un beau profil, pour nous, c'est une bonne nourriture, là, malgré effectivement le titre de la personne qu'on reçoit. Je trouve que de s'arrêter de temps en temps à regarder les avancées puis les résultats qu'on a co-construits ensemble, c'est vraiment important. Merci, madame. Merci à toi.